Bonjour à toutes les personnes présentes et bienvenue à ce 5e webinaire de l'Institut du genre en géopolitique à propos des droits des femmes au sein de l'Union européenne. Cet échange sera centré sur les enjeux autour du droit des femmes au sein de cette organisation. En effet, la récente actualité démontre à la fois un certain progrès, mais aussi une fragilité certaine autour des droits et santé sexuelle et reproductive. Pour cela, nos trois panélistes aborderont plus en détail comment l'Union européenne se porte garante des droits des femmes, notamment du droit à l'avortement, ainsi que l'historique de la protection de ces droits avec les différentes conventions adoptées pour enfin finir sur leurs recommandations. Nous accueillons donc Sophie Hein, donc bonsoir. Vous êtes spécialiste des questions européennes et de genre, mais aussi consultante et auteure de l'ouvrage Souveraineté européenne, réalisme et réformisme radical, ainsi que de l'ouvrage Genre ou liberté vers une féminité repensée. Bérangère Marquez-Pereira, bonsoir à vous. Vous êtes professeure invitée de l'Université libre de Bruxelles, co-coordinatrice du groupe Genre et politique et ancienne présidente de l'Association belge francophone de sciences politiques. Vous êtes aussi auteure de l'ouvrage L'avortement dans l'Union européenne, acteurs, enjeux et discours, paru en 2021 et qui porte sur une étude comparative sur les discours et les pratiques qui prévalent en matière de droit à l'avortement en Europe. Enfin, Sophie Jacot, bonsoir. Vous êtes spécialiste de sociologie de l'action publique, de politique européenne et des études de genre. Vous êtes aussi actuellement professeure de sciences politiques à l'Université Saint-Louis à Bruxelles, chercheuse au CRESPO et à l'IEE et directrice adjointe de la revue Politique européenne. L'Union européenne a progressé en matière d'égalité des droits entre les genres, mais la pandémie de Covid-19 a eu un impact dévastateur sur les femmes qui sont majoritaires dans les secteurs essentiels, tels que la santé, les soins personnels et la vente. De nombreux défis sont encore à relever. La Commission européenne a donc présenté sa stratégie en faveur de l'égalité entre les genres en 2021 dans le cadre de sa stratégie Union de l'égalité 2020-2025. Jusqu'à présent, encore aucun État membre de l'Union européenne n'a atteint l'égalité entre les femmes et les hommes. Les progrès sont lents, tandis que les écarts entre les femmes et les hommes persistent en matière d'emploi, de rémunération, de tâches familiales et de retraite. Pour combler ces lacunes et permettre à l'Europe de réaliser tout son potentiel économique, politique et sociétal, la stratégie définit un ensemble d'actions clés, parmi lesquelles mettre fin à la violence et aux stéréotypes sexistes, garantir une égalité de participation et des chances sur le marché du travail, y compris l'égalité salariale, et parvenir à un équilibre entre les femmes et les hommes dans la prise de décision et au sein de la sphère politique. Pour démarrer cet échange, nous allons rapidement présenter les différents organes de l'Union européenne. Cette organisation internationale est élaborée et complexe, ce qui peut amener certaines confusions sur son fonctionnement. Composée de différents organes de décision, pourriez-vous nous expliquer, Madame Hein, brièvement, quelle est l'autorité et la fonction de la Commission et du Conseil, notamment en termes de politique de genre? Voilà, merci beaucoup pour l'invitation tout d'abord. Donc je vais répondre à cette question, mais d'abord et avant tout, je pense que vous avez bien résumé les grands objectifs de la stratégie en faveur de l'égalité entre hommes et femmes lancée par la Commission von der Leyen, qui est vraiment quelque chose qu'il faut accueillir et applaudir. Mais je pense que c'est important donc de très très brièvement rappeler les bases juridiques qui permettent donc la législation en faveur de l'égalité entre hommes et femmes au sein de l'Union européenne, et puis après de voir un petit peu comment en effet ça peut fonctionner au niveau institutionnel sans être trop pari si c'est possible. Mais donc il faut savoir que dans les traités européens, dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il y a pas mal d'articles. Je vais pas faire c'est pas un cours ici, je vais pas faire un exposé des différents articles, mais il y a pas mal d'articles qui permettent de construire, qui ont permis de construire une législation assez progressiste sur la question de l'égalité entre hommes et femmes. Alors ici, je voudrais juste souligner l'importance de deux articles en particulier. Donc l'article 157 qui sanctionne le fameux principe d'égalité salariale, et l'article 100 donc de nouveau du TFUE qui sanctionne le principe d'égal traitement et d'égalité des chances. Alors sur base de ces articles et d'autres, mais de nouveau je ne veux pas que ce soit trop aride et trop long, plusieurs directives ont été votées depuis les années 70, 70 et jusqu'à aujourd'hui. Donc d'ailleurs aujourd'hui même il y avait une directive qui était il y avait des amendements votés au Parlement européen sur une des directives proposées par la Commission. Donc, les bases juridiques se trouvent dans le traité. Il y a plusieurs articles qui sont pour la plupart orientés autour
de la question du marché du travail, parce qu'il faut bien rappeler qu'au départ, les premiers droits qu'on a conférés aux femmes dans l'Union européenne étaient liés à la libre circulation, donc le marché intérieur, c'est la libre circulation des services, des capitaux et des personnes. Et donc, c'est une interprétation progressiste de ce principe de libre circulation qui a permis plusieurs directives en matière de santé et de sécurité au travail, de sécurité sociale, d'égalité de traitement, etc. Donc, traité, directive, il y a également la jurisprudence de la Cour de justice avec plusieurs arrêts clés qui a permis de faire avancer les droits des femmes. Et puis, il y a les conventions internationales, on va en parler un peu plus tard, notamment la Convention d'Istanbul contre les violences faites aux femmes. Et donc, tout ça, ce sont des possibilités pour faire avancer les droits des femmes au sein de l'Union européenne. Alors, comment, au niveau décisionnel, comment ça fonctionne? C'est la procédure de codécision, la procédure législative ordinaire qui s'applique. Donc, très simplement, de façon très schématique, dans la procédure législative ordinaire, c'est la Commission qui propose une nouvelle directive sur laquelle le Conseil des ministres et le Parlement européen vont se prononcer soit en proposant des amendements, soit en refusant la proposition de directive. Et donc, il y a un va-et-vient entre ces trois institutions fondamentales, donc ce triangle institutionnel. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, 17 mars, il y avait donc un vote au Parlement européen sur les amendements proposés à la directive en faveur de l'égalité salariale, qui est l'une des directives clés de la stratégie en faveur de l'égalité entre hommes et femmes de la Commission von der Leyen. Donc, l'égalité salariale est un objectif, comme on le sait, absolument fondamental. Et donc, en l'occurrence, la directive propose d'atteindre cette égalité salariale par la transparence des salaires et par certains mécanismes contraignants. Et donc, le Parlement répondait en fait donc à une proposition de la Commission. Donc ici, c'est vraiment important de souligner que l'organe qui a l'initiative législative, c'est la Commission. C'est une critique des eurosceptiques ou des critiques, on va dire, de l'Union européenne depuis toujours, c'est que le Parlement européen n'a pas d'initiative législative. En revanche, le Parlement européen peut proposer des amendements importants et il peut évidemment faire des recommandations et faire des appels à des propositions législatives, mais c'est toujours la Commission qui officiellement fait la première proposition. Et voilà, les ministres donc, qui représentent les États ont beaucoup à dire également dans le processus, puisqu'ils peuvent aussi proposer des amendements, voire refuser. Donc à nouveau ici, le pouvoir du Parlement européen est important. Bon, j'insiste bien sur le Parlement européen, puisque c'est quand même l'organe qui a une véritable légitimité démocratique, mais il est encore un peu limité. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait discuter éventuellement, parce que pour pouvoir peser en tant qu'acteur individuel ou collectif sur la question des droits des femmes, il faut pouvoir le faire idéalement via un organe démocratique, et parfois à travers les États, au travers de la Commission, ce n'est pas toujours évident. Donc voilà, est-ce qu'il y avait quelque chose, si je peux ajouter quelque chose, j'ai été très très bref parce que je sais qu'il y a beaucoup de thèmes, beaucoup de thèmes à aborder. Oui, je ne sais pas s'il faut aborder ça maintenant, mais la question vraiment par rapport à ce qui existe pour l'instant. Oui. Donc, je vais peut-être revenir sur la question de la stratégie actuelle. Donc, comme vous l'avez bien rappelé tout à l'heure, la Commission von der Leyen a établi certains points fondamentaux, certains objectifs fondamentaux pour 2020-2025 qui doivent s'appliquer à la question des droits des femmes. Il y a pour l'instant 3 propositions de directives qui ont été faites. Il y a cette proposition que je rappelais donc en matière d'égalité salariale via la transparence et les mécanismes contraignants, mais il y a une proposition clé aussi qui a été faite lors de la dernière, la semaine passée, la Journée internationale des femmes, donc en faveur de la lutte contre les violences sexistes. Et ici, on voit vraiment le lien avec la Convention d'Istanbul, hein, donc, qui est une convention qui vise à lutter contre les violences faites aux femmes et les violences domestiques. Il y a aussi une autre proposition de directive en matière de salaire minimum. Donc voilà, pour l'instant, au niveau législatif, on n'est pas encore très, très, très loin. Il y a bien d'autres instruments, mais il faut bien rappeler qu'au niveau européen, donc on a le droit primaire, le droit secondaire, mais que tous les textes qui émanent des institutions que je mentionnais tout à l'heure, donc Commission, Conseil et Parlement européen, tous ces textes-là ne sont pas forcément contraignants. Donc, si les directives ont un caractère contraignant, mais doivent être transposées dans le droit national, les avis et les recommandations
sont non contraignants. Ils peuvent avoir un impact important au niveau des médias, s'ils sont médiatisés, au niveau éventuellement lobbying, etc. Mais ils n'ont pas de caractère juridiquement contraignant, contrairement aux directives et contrairement aussi aux règlements et aux décisions qui s'appliquent directement. Donc c'est en effet un schéma institutionnel complexe, pas seulement sur les questions de genre. Un autre point que je voudrais souligner, que j'ai déjà mentionné tout à l'heure, c'est vraiment, et c'est aussi un peu une limite, c'est que pour élargir les législations qui portent sur l'égalité entre hommes et femmes, il faut, et c'est déjà le cas dans les objectifs affichés de la stratégie actuelle en faveur de l'égalité, il faut penser les femmes en dehors de la question du marché du travail. Parce que ce qui est vraiment frappant quand on observe l'évolution de la législation européenne en matière d'égalité hommes-femmes, c'est que pour la plupart, elles sont vraiment liées au marché du travail. Or, je pense que ce qui est essentiel, et c'est le cas des conventions internationales, c'est de conférer des droits aux individus, aux personnes. Et c'est vraiment important pour les femmes, évidemment, qui sont souvent une grande partie de leur vie en dehors du marché du travail, pour des questions de parenté, enfin de maternité ou de care, voilà, quand elles s'occupent de personnes malades dans la famille, etc. Et donc, c'est vraiment très, très important que l'Union européenne embrasse vraiment cette question de la liberté de choix, et c'est mis à l'avant-plan d'ailleurs dans la stratégie, hein, que les femmes doivent être considérées comme des êtres qui doivent poser des choix libres. On en reviendra aussi sur la question, on y reviendra par rapport à la question de l'avortement, mais que ça ait un impact au niveau législatif et que tous les droits ne soient pas liés à la question du marché du travail. Voilà, je vais m'arrêter ici pour ne pas être trop longue. Je sais qu'il y a plein d'autres questions à aborder. Merci beaucoup, Madame Hein. Alors, Madame Jacot, la Charte des droits fondamentaux a été proclamée en 2000 lors du Conseil européen de Nice et a acquis la même valeur que les traités en 2009 lors de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Elle permet d'offrir un texte qui soit une référence claire et forte, compréhensible pour chaque citoyen et citoyenne européen et européenne, ainsi que d'énumérer de façon détaillée les droits fondamentaux dont chacun et chacune jouit. Pourriez-vous présenter la défense des droits des femmes avant la charte et leur évolution depuis? Oui, alors je vais essayer de faire ça parce que la question est vraiment très très large. Mais la première chose que je peux dire par rapport à votre question, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a cet instrument de la Charte des droits fondamentaux qui entre en vigueur en 2009, qui est négocié donc, au début des années 2000. Et donc, il y a pour objectif d'afficher, et comme vous le dites bien, hein, de rendre accessible aux citoyens des droits, mais en matière en fait, d'égalité entre les femmes et les hommes, ça n'a pas apporté grand-chose de façon législative, enfin légale en tout cas, puisque la reconnaissance de l'égalité comme un droit fondamental au niveau européen, en fait, ça date de 1978 avec un arrêt de la Cour de justice de la communauté, enfin des communautés européennes à l'époque, de la Cour de justice de l'UE aujourd'hui. Et c'est un des fameux arrêts de Fresnes qui en fait était lié à la question de l'égalité salariale. C'est vraiment la question qui a lancé toute la politique d'égalité au niveau européen. La Cour de justice qui a été mise devant cette question par notamment une avocate belge, Eliane Vogel-Polsky, qui a construit ce cas-là pour faire avancer les droits des femmes au niveau européen en disant, voilà, depuis 1957, il y a l'ancêtre de l'article 157 dont parlait Sophie tout à l'heure, qui s'appelait l'article 119 à l'époque, qui proclamait une égalité de salaire entre les hommes et les femmes. C'est absolument pas pour des questions de justice sociale ou d'égalité. C'était pas le bonheur des dames, hein, l'article l'égalité de rémunération au départ. C'était vraiment pour éviter le dumping social, avoir des conditions de concurrence égales dans les différents États membres fondateurs, notamment demandées par le patronat français, le patronat du textile en particulier, qui employait beaucoup de main-d'œuvre féminine. Et il y avait dans la législation française
une obligation d'égalité de salaire entre les femmes et les hommes. Et donc, le patronat français a demandé à ce que cette même règle s'applique dans l'ensemble du marché qui allait devenir un marché ouvert, un marché commun. Bon, bref. Et donc, Eliane Vogelpolsky était persuadée qu'il y avait possibilité de faire en sorte que justement, le traité, il y avait cet article qui existait mais qui ne servait pas à grand-chose et qu'on puisse faire en sorte qu'il ait un effet direct. C'est-à-dire que les femmes puissent aller directement devant la cour de justice et devant leur cour pour faire reconnaître leur droit à une égalité salariale, pour faire reconnaître le fait qu'elles étaient victimes de discrimination le cas échéant. Et c'est ce qu'elle a réussi à faire. Ça a été très long, il y a eu beaucoup d'étapes, ça a pris plus de 10 ans. Mais donc, en 76, il y a eu l'effet direct et après, ça a continué. Et 78, la Cour de justice a dit l'égalité des sexes est un des droits fondamentaux qui sont reconnus et défendus par la Cour et par la communauté. Donc, c'est quelque chose qui est, tout ça pour vous dire que c'est profondément lié à l'identité de la construction européenne et de l'intégration européenne, les questions de défense, de promotion des droits des femmes. Ce qu'il faut dire cependant, c'est que cette défense de l'égalité au niveau européen, elle s'est développée dans un cadre qui n'est pas le cadre national. Donc, dans le cadre d'une union qui est une union qui, avant tout, au départ, est une union économique. Et donc, ça veut dire une conception de droit qu'il faut développer qui ont un rapport consubstantiel au départ, en tout cas, avec les questions effectivement liées notamment au marché du travail, comme c'était mentionné par Sophie juste avant. Donc, il y a vraiment un lien entre la logique de marché, la logique d'égalité au niveau européen, dans une articulation qui évolue au fil du temps, mais qui fait que ce rapport-là à l'économie est différent de ce qu'on peut trouver au niveau national. Et effectivement, après, ça... on parle d'un mécanisme d'engrenage, de boule de neige. On est parti de l'égalité salariale, donc très, très limitée. Et par tout un ensemble de mécanismes, on a développé une politique de plus en plus large et qui, si on regarde aujourd'hui donc la stratégie pour l'égalité 2020-2025, concerne de nombreux domaines. Et il y a même également donc, dans le traité ce qu'on appelle une reconnaissance du gender mainstreaming, c'est-à-dire d'une prise en compte transversale des questions d'égalité, donc potentiellement sur tous les sujets pour lesquels l'Union a compétence, sachant que cette compétence, elle est fragmentaire, elle est lacunaire, et que là, encore une fois, c'est une spécificité de cette politique d'égalité qui est limitée par les compétences juridiques de l'Union. Mais donc la stratégie, aujourd'hui, elle touche donc les questions, effectivement, d'égalité salariale, le cœur historique, mais aussi la question des violences, mais aussi la question de l'égalité dans les relations extérieures de l'Union. Donc, on a un développement progressif vraiment très, très, très large qui se fait petit à petit, mais qui a deux caractéristiques très liées aux questions économiques et de marché et lacunaires en fonction des compétences de l'Union. Ok, merci beaucoup. Alors, Madame Hein, je reviens vers vous. En 2011, la Convention d'Istanbul est adoptée par les 47 États membres au Conseil de l'Europe. C'est le premier instrument en Europe qui établit des normes contraignantes visant spécifiquement à prévenir les violences fondées sur le genre, à protéger les victimes de violences et à sanctionner les auteurs.
Nous précisons que depuis juillet 2021, la Turquie, membre du Conseil de l'Europe, s'est retirée de la Convention. Quelles ont été les conséquences concrètes de sa signature par tous les pays de l'Union européenne? Oui, alors je pense que c'est une question à laquelle il est difficile de donner une réponse claire à partir du moment où voilà, ça ferait l'objet de plusieurs ouvrages. Je ne suis pas moi-même juriste, mais c'est vraiment la question de l'impact du droit international et des conventions internationales sur le droit national. Et en plus, je ne suis pas spécialiste de tous les pays et surtout pas de tous les pays du Conseil de l'Europe. Donc, il faut bien préciser que le Conseil de l'Europe, donc c'est pas la même chose que l'Union européenne, comme vous mentionnez, 47 États. Donc, c'est une organisation internationale et pas une organisation avec des dimensions supranationales comme l'Union européenne. Je pense qu'il y a eu un impact de cette convention. Par exemple, la directive, comme je le disais, qui avait été proposée, donc qui a été proposée la semaine passée par la Commission européenne le 8 mars, donc lors de la Journée internationale des femmes 2022 en faveur de l'égalité, en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes et contre les violences domestiques est clairement inspirée de la Convention d'Istanbul. Et il y a tout un tas d'autres bases juridiques sur lesquelles on peut se baser également. Mais donc, il y a un impact, il y a des évolutions similaires dans la plupart des pays, et il est clair que les conventions internationales, quand elles confèrent des droits spécifiques à des individus qu'on peut clairement identifier, ont un effet en théorie directe. Donc ici, en l'occurrence, il y a des droits qui sont conférés aux femmes en vertu de la Convention d'Istanbul, mais bon, voilà, c'est tout un débat juridique. Je pense que c'est important de revenir sur un petit peu sur le contenu de la Convention d'Istanbul, parce que moi, ce qui me frappe en tant que théoricienne politique, enfin, dans mon travail sur les violences, que je trouve vraiment excellent, vraiment très très bien dans cette convention, c'est la définition large de la violence qui est maintenant adoptée par la plupart des pays qui ont signé et ratifié. Donc, ça, il faut préciser aussi que tous les pays n'ont pas encore ratifié cette convention. Donc, un traité international doit être signé par l'État et puis ratifié soit par le Parlement, soit par la population en fonction des règles constitutionnelles internes. Donc, il y a par exemple des pays de l'Union européenne qui n'ont pas ratifié, comme la Bulgarie, la Hongrie et d'autres pays. Et donc, pour pouvoir s'appliquer, il faut qu'il soit ratifié, évidemment. Et donc, la définition large donnée à la violence contre les femmes et les violences domestiques est vraiment une grande avancée, selon moi. Donc, cette définition inclut les violences physiques, les violences sexuelles, mais aussi les violences psychologiques. Et puis, il y a aussi des choses comme l'avortement forcé, par exemple, ce qui est intéressant. Et donc, le fait que les violences psychologiques soient maintenant incluses dans la définition de la violence domestique et des violences faites aux femmes est vraiment une grande avancée. C'est ce qu'on retrouve dans la plupart des États, en tout cas de l'Union européenne maintenant. C'est très clairement le cas en France. Et ça a évidemment un impact énorme sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Ça a un impact énorme aussi sur la lutte contre les stéréotypes. À partir du moment où, quand on parle de violence psychologique, on fait beaucoup plus intervenir la dimension verbale de la violence. Et dans cette dimension verbale peuvent intervenir les clichés sur le féminin et sur le masculin qui permettent soit de légitimer cette violence, soit de légitimer la soi-disant passivité des victimes de la violence. Donc ça se passe évidemment au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Donc c'est toute la question du rôle joué par les stéréotypes, qui est d'ailleurs au cœur de nouveau de la stratégie en faveur de l'égalité entre hommes et femmes 2020-2025, qui est vraiment fondamentale. Parce qu'on ne peut pas lutter contre les violences faites aux femmes sans comprendre le rôle joué par ces stéréotypes pour justifier ces violences. Donc, sur la question de l'impact, justement, je pense que c'est là-dessus qu'un gros travail doit se faire aussi. Donc, ce n'est pas la lutte contre les violences faites aux femmes, contre les violences domestiques, n'est pas uniquement un combat juridique. Donc, c'est vraiment un combat très large, un combat évidemment qui doit se faire au niveau de l'information, de la sensibilisation. Mais ça, on a déjà beaucoup d'évolutions à travers l'éducation, etc. Mais il y a aussi non seulement une déconstruction des stéréotypes à faire et de leurs liens avec les situations de domination qui peuvent mener à de la violence, mais aussi la nécessité de construire un discours alternatif, un discours positif qui permette de mobiliser les femmes contre ces situations de violence au niveau individuel et au niveau collectif. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus, j'en dirai peut-être un peu plus à la fin quand on parlera des alternatives de long terme. Merci de m'avoir laissé un long temps de parole. Alors, Madame Marquez Pereira,
En parallèle, on rappelle que le Parlement européen est présidé depuis le 11 janvier dernier par la Maltaise Roberta Metsola, qui est connue pour ses positions anti-avortement. Selon vous, sa nomination représente-t-elle une menace pour les droits des femmes à disposer librement de leur corps au sein de l'Union européenne? Merci pour la question. Merci aussi pour m'avoir invité. Alors là, je dirais que pour répondre à la question, avant d'y répondre proprement dit, il faut savoir que Roberta Metsola, donc, qui est maltaise, qui appartient au Parti populaire européen, a été présentée en coalition par le PPE, donc par des démocrates chrétiens, les sociodémocrates, Renew, et a aussi obtenu, dans les voix qu'elle a obtenues, elle a aussi obtenu les voix des conservateurs. Ce qui fait qu'elle a été élue par 458 voix sur 690 avec 74 abstentions. Donc c'est quand même pour situer la personne dans son rôle. Alors dans le rôle qu'elle a, donc présidente du Parlement européen, elle va être amenée notamment à fixer les ordres du jour, en tout cas à y participer, à organiser les travaux du Parlement européen. Bon, ça va de soi. En attendant, il faut savoir qu'elle a systématiquement voté contre tout texte qui concernait le droit d'accès à un avortement sûr et légal. C'est-à-dire même des textes où la Pologne était mise en cause pour la non-application de sa propre loi qui était déjà extrêmement restrictive avant l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a diminué les possibilités d'avortement lorsqu'il y a une malformation du fœtus, ce qui représentait en Pologne à peu près 96 à 98% des cas d'avortement légaux. Restait quand même le viol, l'inceste et les dangers physiques pour les femmes. Elle a même voté contre des textes qui mettaient en cause la Pologne, le gouvernement polonais, suite aux effets sur la santé des femmes de ces législations avant et après le changement, c'est-à-dire tout simplement la mort de femmes suite au fait de ne pas avoir eu accès à des soins post-avortement ou pré-avortement. Donc, ça me paraît quand même extrêmement grave en ce qui concerne les droits des femmes et on peut être extrêmement inquiet sur le sujet. Donc, il faut bien, quand je parle de droit d'accès à l'avortement sûr et légal, c'est un droit d'accès fondé sur la santé publique, sur la santé des femmes dans ce cas-ci. Mais ce n'est pas exactement la même chose qu'un droit à l'avortement en tant que liberté reproductive reconnaissant l'autonomie des femmes. L'un n'est pas contradictoire de l'autre, mais ce n'est pas les mêmes logiques exactement. Donc, c'est plus restrictif, un droit d'accès fondé sur la santé, qu'un droit à la libre disposition de soi. Donc voilà, moi je suis plutôt inquiète. Et dans ceux qui se sont abstenus ou qui ont voté contre, l'inquiétude était réelle. Et donc on lui a quand même demandé des comptes. Des parlementaires lui ont demandé des comptes avant le vote. Et elle s'est engagée à respecter, d'abord à différencier ses positions personnelles contre le droit à l'accès d'avortement, et en fortiori la liberté reproductive, et les positions du Parlement européen qui sont plutôt majoritaires pour ce droit d'accès, d'une part. Et d'autre part, elle s'est engagée à respecter, comment ça s'appelle, le texte qui vient de Simone Veil. Le pacte Simone Veil. Pardon ?
Le pacte Simone Veil. Voilà, le pacte, excusez-moi, hein, le pacte Simone Veil qui reprend parmi les différents droits des femmes ce droit d'accès à l'avortement et à la contraception. Seulement, il faut bien se rendre compte, et bien, j'aurai l'occasion d'y revenir plus longuement sans doute plus tard, c'est que ce pacte est bien en retrait par rapport à une proposition qui avait été faite en 2005 par Gisèle Halimi et son association Choisir, qui avait été fondée en collaboration avec Simone de Beauvoir et qui proposait la clause de l'européenne la plus favorisée, c'est-à-dire d'harmoniser vers le haut les différents droits des femmes en prenant chaque fois la législation des pays qui étaient le plus en avance sur la question de l'indépendance, de l'autonomie des femmes de manière générale. Voilà le cadre dans lequel on peut replacer cette élection. Merci beaucoup. J'ai une deuxième question qui va s'adresser à vous. Alors, au sein de l'Union européenne, nous constatons donc, comme vous l'avez précisé, un recul du droit des femmes de disposer librement de leur corps s'agissant du droit d'accès à l'IVG. Depuis 1 an, le tribunal constitutionnel en Pologne a voté une des lois les plus restrictives en matière d'avortement, qui est jugée anticonstitutionnelle en cas de, comme vous l'avez dit, malformation grave et irréversible du fœtus ou de maladie incurable potentiellement mortelle pour le fœtus. Donc, vous avez repris le pourcentage de 98%, ce qui est quand même très, très conséquent. Est-ce que vous pensez que dans les prochaines années, c'est une mouvance qui va s'étendre à d'autres pays membres de l'Union européenne dans lesquels le droit d'accès à l'IVG est autorisé? Absolument. C'est déjà malheureux à dire que déjà la Pologne est en train de régresser par rapport à la régression qu'elle avait émise. C'est-à-dire que l'association anti-choix Ordo Iuris, qui a préparé ces lois ces projets de loi contre l'avortement, l'IVG, est en train de préparer une nouvelle proposition qui interdit tout avortement, comme à Malte, y compris en cas de viol, d'inceste et de danger pour la santé physique des femmes. Donc, on est vraiment dans la régression, certainement en Pologne. En plus de ça, il faut savoir que d'autres pays ont déjà régressé. Ce n'est pas que ça va se faire, c'est déjà, on est déjà dans la régression. Par exemple, en Hongrie, a mis dans sa constitution la défense de la vie dès la conception. Donc, évidemment, c'est une délégitimation totale de l'avortement. Il y a une série de mesures, bon, alors là, il n'y a pas eu une loi comme en Pologne, mais il y a une accumulation de mesures restrictives pour avoir accès à l'avortement. Dans le cadre légal, on accumule des barrières administratives. Par exemple, on allonge les délais de réflexion, on oblige les femmes à participer à des sessions qui vont leur donner des conseils pour quand même aller jusqu'au bout de leur grossesse. Alors, plutôt qu'une semaine, eh bien, ce sera 2 semaines de session, etc. Et vous avez des campagnes anti-genre qui tentent à promouvoir la famille traditionnelle, à promouvoir même que des filles mineures qui sont enceintes accouchent, malgré le fait qu'elles soient mineures. Donc, ces campagnes anti-genre, elles existent aussi dans d'autres pays plus proches des nôtres, pas simplement dans les pays d'Europe de l'Est et orientale, mais également dans des pays occidentaux tels que l'Espagne. Alors, bien sûr, vous avez eu quelques avancées législatives qu'il ne faut pas ignorer, mais il n'en demeure pas moins que ces mouvements anti-genre s'en prennent aux cliniques où les femmes peuvent avorter, s'en prennent même aux femmes enceintes qui vont demander un avortement ou simplement se renseigner. Et donc, vous avez un abus très clair de la clause de conscience qui fait que l'accès aux soins pré ou
post-avortement deviennent relativement difficiles et vous avez des régions entières qui deviennent des déserts médicaux de ce point de vue-là. Alors, il faut savoir quand même que même en France ou dans d'autres pays occidentaux, vous avez le recours parmi les jeunes gynécologues, un recours plus fréquent qu'auparavant encore à la clause de conscience, même parfois de manière complètement institutionnalisée, c'est-à-dire c'est un hôpital entier où c'est des services gynécologiques dont le chef oblige le personnel, son personnel soignant à adhérer à la clause de conscience. Et donc, on se retrouve aussi en France avec des déserts médicaux, tant et si bien que des femmes françaises vont avorter en Espagne, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, encore aujourd'hui. Ou à l'intérieur de la France, vous avez un mouvement vers l'Île-de-France, de la part de zones plus rurales ou même pas, des petites villes. Donc, c'est quand même, cet aspect est quand même de régression est important, même si vous avez eu aussi des avancées, il faut le dire, et c'est important. Au niveau de l'Union européenne, du Parlement européen, vous avez eu le rapport récent sur les droits reproductifs et sexuels qui a été voté, mais les votes sont clivés quand même, et qui reconnaît le droit d'accès des femmes à l'avortement. Donc, et en termes de santé publique en particulier. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est important et qui a, qui a dû se confronter au lobby anti-choix, qui était mené notamment par le Fidesz hongrois, par le PiS polonais, donc le parti du gouvernement, et par d'autres pays où les mouvements anti-choix sont extrêmement importants. Voilà ce qu'on pourrait dire dans une première approche. Merci beaucoup. Je vous en prie. Madame Jacot, pour vous, quel serait le rôle à jouer de l'Union européenne face à ces importantes restrictions des droits des femmes? Autrement dit, que peut-on dire de l'autorité de l'Union européenne et de sa capacité à fédérer ses États membres autour de cette question qui est comment remédier aux limites de la non-ratification de la Convention d'Istanbul par des États qui mettent en place des politiques conservatrices s'agissant des droits des femmes? Oui, ben merci. Alors, donc cette question-là, elle est un peu, enfin, elle est assez compliquée. Ce qu'on peut dire, c'est que en fait, tout ce dont Bérengère vient de parler, c'est-à-dire les régressions fortes, les attaques directes, en fait, en quelque sorte, on voit une vraie polarisation sur les questions d'égalité entre les hommes et les femmes au niveau de l'Union dans les institutions, beaucoup plus que c'était le cas il y a encore moins d'une dizaine d'années, où on avait malgré tout, et depuis les années... les questions et toutes les avancées en termes d'égalité, de droits des femmes au niveau de l'Union européenne, ça n'a jamais été donné, hein. Ça a toujours été arraché. Il a fallu qu'il y ait des groupes, des acteurs, des organisations qui se battent, mais il y avait un accord sur les valeurs et la nécessité. Ce qui posait problème, c'était principalement que c'était coûteux. C'est des textes qui étaient coûteux pour les États. Donc, les oppositions, elles se jouaient principalement sur ces questions-là. Or, ce qu'on voit se développer maintenant, c'est des oppositions qui sont idéologiques et politiques. Et donc, l'accord sur les valeurs, il ne se fait plus. Donc, il y a une polarisation de plus en plus forte. Ce que ça a comme effet, c'est vraiment aussi ce que mentionnait Bérengère à la fin de sa prise de parole juste là, c'est
C'est que on a vu en même temps que le rapport Matic, là, qui a été accepté cette année, en fait, il dit des choses fortes. Et le dernier rapport qui était sur la question des droits sexuels, qui avait été présenté au Parlement européen, il datait de 2013 et il n'avait pas été accepté. Il y avait la question notamment des droits sexuels, étant donné que c'est hors compétence de l'UE aussi, ça a toujours été compliqué. Mais là, le fait que ça soit devenu aussi polarisé, qu'il y ait des oppositions idéologiques aussi fortes, quelque part, ça renforce la volonté de peut-être d'un ventre mou aussi des différents acteurs, des députés, etc., en la volonté d'en faire une question de défense, donc de défense de l'image, de l'identité de l'Union européenne. Voilà, donc il y a ça aussi, on le voit avec le leadership de la commission von der Leyen qui est quand même assez affirmé sur ces différentes questions. La directive, enfin la directive sur les violences comme réaction aux difficultés de ratification de la Convention d'Istanbul, également l'idée de porter ces questions-là et d'afficher aussi un message clair. Sans doute, il est aussi porté par une opposition à des régressions. La Commission a d'ailleurs accepté en décembre d'aller devant la Cour de justice, mettre en accusation la Hongrie sur ces lois contre l'idéologie, entre guillemets, du genre. Et donc, c'est des décisions politiques importantes d'aller attaquer en manquement un État membre devant la Commission. Donc, il y a des forces là qui s'opposent. Néanmoins, il faut prendre en compte le fait que l'Union européenne, Sophie l'a dit, c'est des équilibres institutionnels complexes et actuellement, les équilibres institutionnels, ils sont plutôt en défaveur des institutions qui traditionnellement ont soutenu, défendu, fait avancer la cause des droits des femmes dans l'Union européenne et notamment une forme de marginalisation dans les équilibres institutionnels du Parlement et dans une moindre mesure de la Commission, que ça soit avec le semestre européen, le plan de relance, les trios de présidence, etc. etc. Donc, c'est quelque chose qui est important. Et ne pas oublier aussi qu'il y a tout un ensemble d'obstacles indirects à l'égalité au niveau européen avec les politiques d'austérité depuis plus de 10 ans maintenant, qui sont intégrées aussi dans les politiques économiques et sociales de l'Union européenne, qui sont aveugles au genre complètement. Et ça se voit, le plan de relance actuellement n'intègre absolument pas, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'indicateur fort sur les questions d'égalité. Donc, c'est aussi des points qui sont inquiétants. Merci beaucoup. Le président français Emmanuel Macron a récemment déclaré dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne vouloir intégrer au sein de la Charte des droits fondamentaux le droit d'accès à l'avortement. Madame Marquez Pereira et Madame Hein, pensez-vous que ce soit réalisable ou s'agit-il selon vous uniquement d'un effet d'annonce? Quelle serait la meilleure manière de préserver le droit d'accès à l'avortement
l'encadrer de manière supranationale ou laisser la responsabilité à chaque État? Et est-ce que réellement la présidence française au sein de l'Union européenne pourrait entraîner une action concrète pour s'ériger contre la mouvance des pays conservateurs qui limitent les droits des femmes au sein de l'Union européenne, ou est-ce que cela est au-delà de son influence? Madame Marquez-Pereira, vous pouvez peut-être commencer. Merci. Alors, je crois que intégrer le droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux, ben, ce n'est pas pour maintenant, et je crois que je serai déjà morte quand ça se fera. Pourquoi? Ben, d'abord, il faut savoir qu'aucun traité ni convention, qu'elle soit européenne ou nationale, ne reconnaît comme tel, en tant que tel, un droit à l'avortement. Quand vous prenez la Convention sur l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes, vous n'avez pas cette reconnaissance en tant que telle. Quand vous prenez la Convention européenne des droits humains, c'est du même ordre, et pour la Charte des droits fondamentaux non plus. Donc, dans les instruments juridiques contraignants, vous n'avez pas cette reconnaissance. Vous avez évidemment une série d'éléments qui ont évolué et qui peuvent légitimer le droit à l'avortement, ça oui, mais ce n'est pas une reconnaissance en tant que telle. Du côté des résolutions, notamment du Parlement européen, qui donnent donc des bases de légitimation à ce droit d'accès à l'avortement, vous avez un certain nombre d'éléments qui sont tout à fait primordiaux en termes, par exemple, de représentation collective et sur le long terme. C'est vrai qu'on pourrait peut-être arriver à l'intégrer en tant que droit fondamental, le droit à l'avortement. En attendant, encore faut-il faire sauter, d'une part, le principe de subsidiarité qui joue en matière de santé, donc dans les questions de santé, prime le droit national, c'est dans les mains des États membres. Et je vous assure que c'est un des gros enjeux pour les mouvements anti-choix et anti-genre plus généralement, que de faire primer le droit national sur tout droit européen, et en particulier en ce qui concerne l'avortement. Donc, c'est difficile à réaliser. Alors, au niveau supranational, moi je pense que ce serait la clause de l'européenne la plus favorisée qui pourrait être mise en avant. Et du côté national, étant donné la force des anti-choix dans la pratique même, je ne parle même pas en termes de discours, mais dans la pratique, en s'attaquant à des femmes et à des cliniques qui peuvent pratiquer l'avortement, il faut instaurer dans les différentes législations nationales un délit d'entrave, ce qui a été fait en France et en Belgique. Il faut aussi avoir en tête une nouvelle donne quand même qu'on oublie souvent, c'est que vous avez un avortement médicamenteux qui est possible à l'heure actuelle et qui ne l'était pas encore dans les années 70, au moment où se sont faites les premières législations libéralisant l'avortement ou le décriminalisant. Donc, cet accès à l'avortement médicamenteux, il faut s'assurer qu'il soit également introduit dans les législations. Toutes les législations ne l'admettent pas, loin s'en faut. Donc, d'un point de vue national, je crois que les choses sont claires. Et d'un point de vue supranational, si on prend les différentes législations, j'ai fait une typologie des différentes législations et types de régimes d'autorisation ou d'interdiction sur l'avortement dans l'ouvrage que j'ai écrit, que vous avez cité, c'est clairement le cas suédois qui est en avant. Par exemple, vous n'avez pas de délai de réflexion, parce que les femmes qui viennent demander un avortement, elles ont déjà réfléchi. Alors, il ne faut pas imposer un délai supplémentaire. On ne peut pas les traiter comme des enfants. On ne va pas demander une interruption volontaire de grossesse sans y avoir réfléchi plutôt 2 fois qu'une. Ça, c'est un élément qui est important. Un autre élément, elles ne doivent pas, faire preuve d'une série de,
devoir satisfaire à une série de conditions qui, quand elles sont cumulatives, fait que le délai légal est dépassé. Il est de 18 semaines en Suède. Il n'y a pas d'autorisation parentale pour les filles mineures. Il n'y a pas de clause de conscience pour les médecins en cas d'avortement en Suède. Ce qu'il leur est dit, c'est que s'ils ne veulent pas pratiquer d'avortement, ils doivent choisir une autre spécialité que la gynécologie obstétrique. C'est la même chose pour les sages-femmes ou les infirmiers dans ce cas-ci. Et puis, donc, c'est la loi qui libéralise le plus, qui se rapproche le plus de la libre disposition de soi. Voilà, donc moi je crois qu'il vaut mieux raisonner au plan supranational à partir de ce que Gisèle Halimi avait mis en œuvre dès 2005. Merci beaucoup. Madame Hein, pouvez-vous répondre à la deuxième partie de la question? La deuxième partie de la question. C'était sur la présidence française. Est-ce que vraiment la présidence je voudrais quand même juste dire un tout petit mot par rapport aux régressions sur l'avortement, mais par rapport à la présidence française, donc il faut bien rappeler que la présidence de l'Union européenne a avant tout un rôle d'impulsion politique. Donc, son rôle législatif est formellement inexistant. Donc, je pense que ça peut être... c'est un rôle très important, évidemment, parce que la présidence de l'Union européenne est fortement médiatisée au niveau national, dans tous les États membres. Les médias nationaux parlent davantage de la présidence que des autres institutions. On ne voit jamais rien quasiment dans les médias nationaux sur le travail interne de la Commission, du Parlement européen ou du Conseil, ce qui est vraiment très problématique, évidemment, à part Euronews et des médias en ligne. Rien n'est suivi. Par contre, en général, voilà, peut-être pas les conclusions des sommets, mais en tout cas, voilà, les grandes annonces de la présidence de l'Union européenne sont parfois répercutées au niveau des médias nationaux. Donc, ça peut avoir un impact sur le plan des idées, mais formellement, ce n'est pas, comme j'expliquais, cette présidence qui peut vraiment proposer de nouvelles législations. Je crois, comme le disait Bérangère, que je crois à l'harmonisation par le haut, donc cette clause de l'européenne la plus favorisée. Je pense que aussi bien en matière sociale que sur la question plus spécifique de l'égalité entre hommes et femmes ou même de la liberté de disposer de son corps, il faut vraiment aller vers la norme la plus progressiste et l'harmoniser au niveau européen. Donc je pense que c'est le principe qui devrait être promu par les associations de la société civile et par les acteurs progressistes en la matière, qui sont pour la plupart dans certains groupes au Parlement européen et en partie à la Commission. Comme on le disait tout à l'heure, comme Sophie le rappelait, et comme je l'expliquais aussi au début, le problème, évidemment, c'est le type de procédure institutionnelle qu'on a au niveau européen qui rend les évolutions très difficiles, évidemment. Donc, il faut en fait faire du lobbying presque sur toutes les institutions pour finir par avoir un résultat. Donc, on peut espérer que ça aboutisse, mais voilà, je ne suis pas sûre que ce soit le cas. Sinon, très brièvement, mais c'est pour un tout petit peu apporter un autre élément au débat sur la question de l'avortement. Donc, comme la plupart des personnes qui ont à cœur la question des droits des femmes, je suis favorable au droit, au droit d'avortement, mais je pense que sur le plan discursif, il y a une nécessité à reformuler ce combat. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de régressions, c'est que la façon dont il est présenté historiquement depuis déjà quelques décennies peut porter préjudice à ce combat. Parce que je pense qu'il faudrait plutôt parler de liberté de disposer de son corps, parce que ça permettrait d'inclure davantage de situations. Je m'explique. Comme je le disais tout à l'heure, dans la Convention d'Istanbul, il est mentionné que la violence peut aussi être définie de façon multiforme et que, par exemple, les avortements forcés relèvent des questions de violence. Donc, je pense que plutôt que uniquement parler du droit à pouvoir avorter, on devrait aussi parler du droit à résister à des pressions qui pèsent sur le corps des femmes. Parce que pour avoir analysé un tout petit peu très brièvement, je ne suis pas du tout aussi spécialiste que Bérangère sur la question, mais très brièvement, j'ai un peu travaillé sur le sujet. Si on admet que la plupart des décisions prises par les femmes dans les sociétés dans lesquelles on vit sont influencées par de nombreux facteurs extérieurs qui créent des situations de désavantage, pour ne pas dire de domination, dans lesquelles les femmes se trouvent, il n'y a pas de raison de penser que quand les femmes posent un choix aussi fondamental que celui d'avorter, elles ne soient pas aussi parfois en situation de dominer ou de désavantager.
Donc, pour être un peu plus clair, je trouve qu'il y a une contradiction à, dans la plupart des cas, considérer que les femmes sont dans des positions d'injustice ou de désavantages sociaux multiples, etc., et que donc les choix qu'elles posent ne sont pas réels, mais que dans le cas de l'avortement, ces choix-là seraient toujours réels et purement individuels et qu'ils ne seraient pas influencés par d'autres acteurs, par des stéréotypes, ou par, etc., etc. Je pense que pour avoir un choix, moi, tout mon travail sur la question des femmes, enfin, vise à favoriser les conditions qui permettent la liberté effective. Pour avoir une liberté effective en tant que femme, cette liberté doit pouvoir se faire dans différentes directions et il ne faut pas être soumise à des pressions extérieures. Donc il peut y avoir beaucoup de pressions qui poussent des femmes à avorter, femmes qui n'auraient pas avorté dans d'autres circonstances. Et je pense que si le discours en faveur du maintien du droit à l'avortement, qui pour moi est absolument fondamental et qui devrait être totalement non restrictif, je suis d'accord avec l'exemple donné par Bérengère de la Suède, je pense, pour faire avancer ce combat-là, pour maintenir ce droit et pour l'établir dans les pays où il n'est pas, il faut reformuler ce discours. Et il faut le formuler en termes de liberté effective. Donc, autrement dit, faire des femmes ordinaires des alliés, plutôt que, parce que je pense qu'il y a certains présupposés dans les courants féministes ou dans les cercles d'expertise sur le genre qui ne sont pas toujours partagés par la population des femmes en général, qui se disent, bon voilà, ce discours-là, il est bien, mais ma vie concrète, c'est pas ça, etc. Donc je pense que pour que ça devienne vraiment un discours majoritaire, largement accepté, il faut peut-être parler vraiment aux femmes telles qu'elles existent, aux femmes ordinaires, et donc parler tout simplement de liberté de disposer de son corps. Donc quand on veut avorter, parce que c'est un choix délibéré et réel, on doit pouvoir le faire, c'est un droit fondamental. Mais quand on ne veut pas avorter et qu'on est soumis à des pressions fondamentales qui existent dans pas mal de situations, puisqu'on sait que les femmes sont soumises à de nombreuses pressions de tout type, physique, matériel, psychologique, etc., on ne doit pas être poussé à avorter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est juste pour déplacer un tout petit peu le débat, pour ne pas rester juste sur un plan juridique, parce que la situation concrète des femmes, ce n'est pas une situation juridique, c'est une situation concrète, faite de rapports de domination. Mais sinon, je suis d'accord avec la plupart des... Enfin, voilà, avec ce que disait Bérengère sur le sujet. Merci beaucoup. Alors, nous arrivons à notre conclusion. J'aimerais du coup vous demander quelles sont vos recommandations, toutes les trois, pour maximiser l'évolution des droits des femmes au sein de l'Union européenne. Et que préconisez-vous à la jeunesse européenne, aux entreprises ou à la société civile pour contrer les mouvements justement conservateurs et lobbies qui agissent contre les droits des femmes de disposer librement de leur corps au niveau européen? Madame Jacot, vous pouvez peut-être commencer. Oui, alors, je pense que c'est intéressant. Bérengère mentionnait tout à l'heure, par exemple, le mouvement, l'organisation Ordo Iuris, hein, qui est absolument, qui a un poids et qui se mobilise de façon extrêmement intense et efficace au sein du Parlement. Hein. Chaque fois qu'il y a des discussions, des textes liés aux questions d'égalité, Ordo Iuris est là et très, 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 très actif. Et donc, ce qu'il n'y a aucun doute qu'il faut faire, c'est avoir des mobilisations en face de ces mobilisations-là, se rendre compte que les décisions qui sont prises au niveau européen, alors elles sont moins prégnantes dans la vie de tous les jours, mais elles ont une influence fondamentale sur la vie des femmes, des hommes, des Européens, des citoyens, des citoyennes européennes, et que donc c'est un lieu où la mobilisation, elle doit avoir lieu parce que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans des situations où il y a des oppositions et des polarisations fortes, ça veut aussi dire qu'il faut
il faut soutenir les organisations et les institutions dans la défense des droits. Je crois qu'on l'a vu avec les décisions qu'a prises la Commission, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, hein, d'aller attaquer en justice les législations polonaises et hongroises. Il n'y a aucun doute que la réaction de l'opinion publique très négative dans l'ensemble des pays de l'Union à ces décisions nationales a joué un rôle pour que la Commission fasse et prenne une décision politique de réagir fortement à ces lois qui se déroulent au niveau national, de la compétence des États membres, et où elle aurait très bien pu tourner la tête et faire comme si elle n'avait pas vu. Hein. C'était tout à fait une option. Et il est certain que les mobilisations et les réactions de l'action publique jouent un rôle important par rapport à ça. Donc voilà, peut-être ce que je pourrais dire sur ce point. Merci beaucoup. Madame Marquez-Pereira, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Merci. Je ne peux que aller dans le sens de ce que Sophie Jacot vient de dire. C'est tout à fait fondamental à l'heure actuelle de soutenir les associations qui font des plaidoyers de cause en faveur du droit à l'avortement, qu'on le considère comme une libre disposition de soi, donc une véritable liberté reproductive, ou un droit d'accès fondé sur la santé publique. Je pense à des organisations telles que le Centre des droits reproductifs, ou bien à l'IPPF, le planning international familial, ou encore des regroupements d'associations en Europe, comme Abortion Right, dont le siège est à Bruxelles. Tout cela est tout à fait fondamental. Et c'est d'autant plus fondamental qu'on se trouve face à des organisations anti-choix qui sont extrêmement structurées et qui n'hésitent pas à agir et à se faire reconnaître autant que faire se peut dans les institutions européennes. Et il ne faut pas oublier qu'elles sont adossées ou soutenues dans leurs actions par exemple, la COMECE, la Commission des épiscopats auprès de l'Union européenne, ou bien le Comité évangélique pour la dignité humaine. Donc, des organisations d'ordre religieux et qui peuvent avoir des positions fondamentalistes. Alors, face à cela, les organisations laïques et les organisations féministes, véritablement, si elles ne se mobilisent pas, dans quelques années, on aura de moins en moins de droits, en particulier sur la question d'avortement. D'autre part, je crois qu'on est dans une situation où on ne peut pas simplement parler de régression des droits des femmes et en particulier celui du droit à l'avortement, mais qu'on n'est pas simplement dans un backlash, un retour en arrière, une torsion du bâton dans l'autre sens. Ça va beaucoup plus loin. Et là, je reprendrai ce qu'a dit sous une autre forme Sophie Jacot. Il faudrait même s'écliver, c'est extrêmement tendu. On peut même se demander si on n'est pas en train d'aller vers une sorte de guerre culturelle, comme il peut y en avoir une aux États-Unis à propos de la question de l'avortement dans ce cas-ci, où on raisonne, les anti-choix raisonnent en termes d'amis ou ennemis politiques, mais non pas en termes d'amis et d'adversaires. Avec un adversaire, on parle et on négocie. Un ennemi, on l'éradique. Ce qui n'est pas du tout la même logique et on sait où ça peut nous mener. Donc, je crois que par rapport à ce fait-là, comment dire,
articuler de manière beaucoup plus importante que ce ne l'est aujourd'hui les associations féministes et ce que l'on appelle les fémocrates ou le féminisme d'État, peu importe comment on l'appelle, dans ce cas-ci, est tout à fait fondamental. Et ce qui est fondamental, c'est de rompre notamment avec une logique de type libéral, néolibéral, qui subsidie des associations, qu'elles soient féministes ou autres par ailleurs, à partir de projets, ce qui est très bien en soi, mais de manière beaucoup plus structurelle, parce que sinon, ces associations, elles ne peuvent plus être en situation matérielle de contestation, voire même de subversion, mais elles sont dans une logique de la subvention. C'est ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, où il y a de moins en moins d'espace pour penser de manière critique. Et là, je crois que c'est également quelque chose de fondamental et plus large que la question du droit à l'avortement et qui concerne tous les droits. Merci beaucoup. Madame Hein, si vous voulez. Oui, donc recommandations futures pour voilà, résister aux régressions en matière des droits des femmes. J'en ai beaucoup, mais voilà, je vais essayer d'être brève. Tout d'abord, je pense que ce qui est fondamental, donc on a beaucoup, Bérangère vient de beaucoup mentionner la question des organisations qui doivent rester critiques, etc. Je pense qu'il faut aller au-delà de la défense des droits des femmes par les organisations féministes ou par les institutions ou par les organismes d'expertise sur le genre. Je pense que l'un des points fondamentaux pour gagner cette bataille culturelle, qui en effet est selon moi déjà très avancée et qui l'est beaucoup plus dans le milieu anglo-saxon encore, c'est de mobiliser les femmes en général, en dehors des cercles uniquement féministes ou des cercles d'expertise sur le genre, parce qu'il peut y avoir vraiment un grand hiatus et pas mal de différences entre ce que pensent les femmes ordinaires et ce que demandent ce que revendiquent les organisations féministes et les experts sur le genre. Je les mets, voilà, il y a des différences, mais je les mets dans la même grande catégorie. Et pour cela, je crois qu'il faut de nouveau réfléchir à la question vraiment du discours alternatif, parce que être sur la défensive, donc dans la réaction, dans un esprit critique par rapport aux politiques publiques et aux discours conservateurs, c'est une chose, mais proposer des alternatives qui puissent véritablement convaincre, si pas enthousiasmer, mais en tout cas convaincre et mobiliser les femmes ordinaires, et pourquoi pas même les hommes et les femmes ordinaires, ça, voilà, il y a une différence, et je pense que c'est ça qui est fondamental, c'est de convaincre une majorité de la population que défendre les droits des femmes, ce sont défendre les droits de tous, les droits humains, parce que voilà, on sait bien ce qui se passe quand on commence à limiter les droits d'une partie de la population, et puis en l'occurrence, c'est la majorité de la population. Et par rapport à ça, moi je crois qu'il faut élargir, en effet, qu'il faut élargir le débat au-delà du juridique et parler en termes de justice. Donc moi, ce qui me parle beaucoup, et ce sur quoi j'écris, c'est sur la question de la liberté, mais c'est une approche de la justice en théorie politique. La liberté individuelle, il y a d'autres visions qui sont centrées sur la démocratie ou sur l'égalité. Moi, je pense que un discours centré sur la liberté individuelle de tous peut englober la question des droits des femmes, mais aussi la question des droits des minorités et des droits humains en général. Alors, par rapport au niveau européen, pour moi, la question d'harmonisation par le haut est fondamentale, et aussi la question du changement institutionnel. Donc, par ailleurs, je suis une fervente européenne, mais fédéraliste. Donc, je crois que je suis une européenne critique, et je crois qu'il y a au niveau institutionnel des changements profonds à réaliser pour que notre Union européenne devienne véritablement démocratique, et pour qu'on puisse peser dans un sens ou dans un autre. Parce que comme il faisait allusion Bérangère, je pense en effet qu'on ne doit pas voir nos adversaires politiques comme des ennemis à annihiler, mais comme des adversaires. Et donc, il faut pouvoir débattre démocratiquement. Aujourd'hui, dans le cadre européen, c'est extrêmement difficile. On a mentionné la complexité du système européen. L'institution qui a une légitimité démocratique réelle aujourd'hui, le Parlement européen, n'a pas assez de pouvoir. Donc, le schéma institutionnel fédéral démocratique auquel j'adhère et qui est défendu par certaines organisations fédéralistes, comme Stand Up for Europe, dont je fais partie, ou d'autres mouvements, préconise une véritable démocratie européenne avec une souveraineté européenne, etc. Et je pense que c'est via des voies institutionnelles de ce type-là qu'on peut défendre davantage les droits des femmes pour qu'elles se traduisent en politique publique réelle, et qu'on peut aussi
répondre de façon convaincante aux adversaires. Et par rapport à ça, je voudrais juste ajouter un dernier point sur la question vraiment du genre, parce que moi, ce qui m'a frappé, enfin, ce qui me frappe quand je travaille sur ces sujets, c'est vraiment ce clivage, surtout dans la littérature, sur le genre, et entre les constructivistes d'un côté, comme on les appelle, et les naturalistes. Et ça, c'est dans la littérature sérieuse, mais ce débat-là, voilà, se fait de façon simplifiée au niveau politique. Et je pense que c'est un débat vraiment stérile qu'il faut arriver à dépasser. Parce que c'est finalement un peu une redite du débat sur culture versus nature, etc. Et je pense que les experts sur le genre se sont un peu perdus vraiment dans la réponse aux conservateurs. Et on voit dans la Convention d'Istanbul, par exemple, que les stéréotypes sont définis comme les constructions sociales qui assignent certains rôles aux femmes, etc. Tout ça, c'est extrêmement intéressant sur le plan théorique, mais je pense qu'en termes de combat pratique, combat politique, etc., parfois cela dessert vraiment les objectifs féministes ou de défense des droits des femmes en général. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai écrit pas mal sur le sujet, mais je crois qu'il faut vraiment dépasser ces débats de qu'est-ce qui cause les injustices ou qu'est-ce qui cause les rôles sociaux, etc. Je pense qu'il faut beaucoup plus aller vers les alternatives, parce que c'est un débat extrêmement complexe. Juste pour mentionner un tout petit point, ce postulat qui est vraiment très fréquent dans la littérature sur le genre, selon lequel les stéréotypes, ça va peut-être choquer ce que je dis, mais les stéréotypes expliquent les injustices qui affectent les femmes. Pour moi, après avoir lu en long et en large sur le sujet, ce stéréotype est loin d'être évident sur le plan empirique, sur le plan logique, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense qu'on peut prouver qu'il existe des stéréotypes sur le genre. On peut beaucoup plus difficilement prouver que ces stéréotypes sont la cause des injustices qui affectent les femmes. Et donc, je pense de nouveau qu'on peut se perdre dans ces débats-là en réponse aux naturalistes qui ont des discours très forts sur voilà, l'idéal, l'éternel féminin, etc., qui serait de l'ordre de la nature. Et je pense qu'il faut vraiment aller au-delà de cette controverse pour parler des alternatives. Qu'est-ce qu'on veut pour les femmes ? Est-ce que c'est la liberté ou est-ce que c'est autre chose? Et si c'est la liberté, qu'est-ce que cela suppose? Et donc, un discours clair, un discours simple et avec en lien, donc d'un côté, l'objectif de justice à long terme, donc en théorie politique, de justice, une société de justice, et les politiques publiques qui permettent d'atteindre cet idéal de justice. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci pour vos interventions. C'était très enrichissant. On a eu des questions de personnes qui nous regardent. La première est, pensez-vous que l'adhésion à la Convention européenne des droits humains de l'Union européenne pourrait justement aider sur les droits sexuels? Qui souhaite y répondre? Bon, alors, je réponds. Oui, allez-y. D'accord. Alors, la Convention européenne des droits humains en matière d'avortement, notamment, un comité de suivi qui interprète les différents articles, qui indique quelles en sont la portée, et a émis une série d'observations ou de remarques à propos de la question de l'avortement envers une série de pays tels que la Pologne, Malte, Chypre en son temps, avant que le pays ne libéralise la question, l'Irlande, la Hongrie, la Slovaquie, mettant en cause justement tout ce qui était barrière à la santé des femmes en matière reproductive. Donc, ça a quand même une portée assez importante. Et puis, il y a eu les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Et là-dessus, il faut avoir en tête, je ne vais pas rentrer dans le détail des arrêts. Si vous avez envie d'en avoir quelques exemples majeurs, vous pouvez les reprendre dans mon ouvrage. Mais je voudrais simplement insister sur les éléments de consensus et de non-consensus qui apparaissent. Alors, on peut dire très clairement que vous avez un consensus politique, sauf pour ceux qui interdisent totalement, de la prédominance du droit de la vie des femmes, de la vie, hein, je ne prends pas d'autre chose, de la vie des femmes sur le fœtus. En fait, dans aucune convention, qu'elle soit européenne ou internationale, un embryon ou un fœtus
n'est reconnu comme étant un sujet titulaire de droit. On est titulaire de droit uniquement lorsqu'il y a eu accouchement. Donc, on a affaire à un enfant. Ça, c'était le premier élément de consensus. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une reconnaissance du minimal, des éléments minimums d'accès à l'avortement, c'est-à-dire le cas de viol, d'inceste, de malformation du fœtus, de danger physique pour la femme enceinte. Ça ne représente pas énormément, en fait, globalement, de demandes d'avortement dans le monde. En général, ça tourne autour de 5, 6, 7% des demandes d'avortement. Donc, c'est une position quand même très minimaliste. Et il n'est pas question de mettre ici en avant l'autodétermination des femmes, la libre disposition de son corps. Donc, ça, c'est un élément. Deux éléments de consensus. Là où il n'y a pas consensus et qui explique notamment le recours au principe de la subsidiarité, c'est sur quand est-ce que débute la vie. Il n'y a pas consensus dans les États membres et donc le juge européen va laisser l'appréciation aux différents États, tout en rappelant que certains d'entre eux doivent appliquer leurs propres lois, visant en cela en particulier la Pologne. Et ce qui est mis également en avant, qu'il faut prendre en considération là-dedans, c'est les barrières de fait ou légales, en particulier à l'heure actuelle, la clause de conscience qui joue très fort contre la santé des femmes. L'autre élément, c'est la liberté de conscience, qui le plus souvent est rabattue sur la liberté religieuse, qui quand même n'est pas tout à fait pareil dans la mesure où la liberté religieuse concerne les croyants et il y a aussi les non-croyants dont il faut tenir compte. Donc, je crois que c'est important d'avoir cet élément en tête en ce qui concerne la Cour européenne des droits de l'homme, pour la matière que j'ai traitée en tout cas. Merci beaucoup. Je vais passer à la deuxième question. Alors, est-ce que selon vous, le backlash contre les droits des femmes, mais aussi contre d'autres minorités comme les LGBTQI+, a permis dans une certaine mesure de renforcer la coopération entre les associations de la société civile qui se mobilisent à l'échelle européenne, qu'il s'agisse d'associations féministes, LGBTQI+, ou celles de défense des droits humains? Moi, je veux bien, je ne sais pas. Oui, allez-y. Il y a une troisième question. Vous pourriez répondre. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'au niveau européen, les grandes associations ONG qui se mobilisent et qui font, qui sont les groupes d'intérêt qui agissent spécifiquement au niveau européen, que ce soit sur les droits des femmes, que ce soit sur les questions LGBT, elles travaillent en coopération et en faisant des coalitions depuis très très longtemps. Hein. Le lobby européen des femmes, ILGA Europe font partie ensemble de la plateforme européenne des droits sociaux par exemple et se mobilisent régulièrement ensemble parce que ce sont des groupes d'intérêt qui sont faibles par rapport à la plupart des groupes d'intérêt qui se mobilisent aussi au niveau européen. Donc, il y a des stratégies de coalition qui se mettent en place depuis très longtemps. Alors, est-ce qu'on peut parler de mobilisation supplémentaire liées aux attaques? Honnêtement, ces associations-là ont toujours été mobilisées. En revanche, ce qui pèse sur ces groupes d'intérêt et sur leur possibilité de travailler ensemble, c'est des dégradations du contexte dans lequel elles interviennent. C'est les démantèlements de la politique d'égalité, la baisse des budgets qui sont attribués aux
aux programmes de financement dans lesquels sont inclus les questions d'égalité, le fait qu'il n'y ait plus de subventions directement attribuées à certaines grandes organisations parapluies, mais que en fait toutes ces organisations-là sont obligées d'être en concurrence pour des moyens, par exemple, forcément, ça pèse aussi sur leurs possibilités d'action et sur les possibilités d'agir ensemble, parce qu'il y a une forme de schizophrénie aussi, hein, où on lutte ensemble pour les mêmes choses, mais on est en concurrence pour des budgets qui se réduisent de plus en plus. Donc, il y a à ça à prendre en considération qui devient aussi problématique et qu'il ne faut pas oublier la question budgétaire, elle est fondamentale. Or, toutes les études montrent que depuis, en gros, la programmation budgétaire 2007-2013, dans laquelle on a en fait complètement éclaté les budgets fléchés égalité, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à savoir en fait si les budgets vont être dirigés spécifiquement sur les questions d'égalité, c'est en baisse constante. Hein. Et ça a été montré, y compris par le Parlement européen directement. Merci beaucoup. Et alors, la dernière question est, vous avez mentionné le gender mainstreaming dans le cadre de la stratégie von der Leyen. Pensez-vous que cette politique transversale puisse avoir un réel impact au niveau national, ou est-ce que cela va rester simplement un aspect transversal sans être réellement adressé? Donc, oui, en théorie, le gender mainstreaming, c'est une excellente chose. Hein, donc, vouloir intégrer la dimension genre de façon transversale dans différentes politiques. Le problème, c'est que en pratique, ça se révèle souvent être essentiellement formel et discursif. Donc, au niveau du genre, l'Union européenne n'a pas des compétences, comme on le disait tout à l'heure, extrêmement étendues. Donc, le droit dur, on va dire le hard law, qui est possible en matière d'égalité homme-femme, c'est seulement dans certains domaines. Alors, la Commission essaie d'étendre cela. Il faut espérer que ça s'étend beaucoup plus. Mais bon, comme je le disais tout à l'heure, l'approche ne peut pas être uniquement juridique. Je suis aussi très d'accord avec ce que disait Sophie Jacot sur l'action du budget, mais c'est un argument plus large, c'est qu'il y a vraiment un besoin d'investissement de manière générale pour aller vers l'égalité homme-femme. Donc le gender mainstreaming, moi, c'est pas quelque chose auquel je crois énormément. Sur la question, juste pour ajouter un tout petit point sur la question des coalitions que peuvent faire les différents acteurs qui se sentent menacés par ces attaques contre les droits, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que les coalitions qui existent déjà maintenant. Et je pense que l'un des objectifs à long terme pour les courants, on va dire progressistes, pour les courants qui défendent les droits humains au sens large, c'est justement de construire ces coalitions larges autour d'un discours commun. Et c'est évidemment pas facile du tout, ça va au-delà du post-structuralisme et de l'idée qu'il suffit de se coaliser autour de notions telles que la démocratie participative, etc. L'idée, c'est vraiment de réhabiliter le contenu, voire même l'idéologie au sens positif, peut-être même gramscien ou néo-gramscien, c'est vraiment fondamental pour avoir un impact à long terme pour ces courants. Ce ne sont pas uniquement des associations, ce sont aussi des courants politiques, à l'intérieur parfois d'organisations politiques ou parfois ce sont des courants marginaux. Mais donc pour pouvoir peser, il faut à un moment donné gagner dans cette bataille culturelle. Je crois que c'est Bérangère qui mentionnait la notion de bataille culturelle tout à l'heure. Alors je ne pense pas qu'on puisse véritablement obtenir une hégémonie à un moment donné, mais peut-être avoir un discours qui va au-delà de secteurs minoritaires. Et donc, c'est vraiment important de travailler en dehors des associations et de parler à la population en général et de travailler en dehors du politique également. Mais bien entendu, voilà, ça doit se faire au niveau européen. Donc, il faut aller bien au-delà des associations qui étaient mentionnées. Donc,
qui s'adresse à la question du genre en général. Il faut vraiment faire des coalitions larges autour de la question des droits humains et développer un discours progressiste, voire un projet de long terme qui permette d'englober les objectifs défendus par ces différentes organisations, voilà, pour développer un point un peu plus prospectif, on va dire. Moi, je voudrais revenir sur un élément. Allez-y. Oui, sur ces stratégies de coalition et l'importance de ces associations, je suis d'accord avec le fait qu'il faille aller au-delà de la question budgétaire, encore qu'elle soit extrêmement importante. Et je ne crois pas aller au-delà des associations, c'est très bien, mais le au-delà, c'est la transcendance. Il faut quand même qu'elle soit les pieds sur terre. Ça, c'est une chose. Alors, je crois qu'il faut un récit commun et il me semble que vous n'avez pas simplement un récit. Bien sûr, ces associations, elles ont tendance à travailler chacune dans leur domaine, mais il y a quand même un élément qui est fondamental et qui les rassemble toutes. Et je crois que c'est avant tout le couple liberté, pas simplement individuel, liberté et égalité dans une perspective de citoyenneté ou de droits humains, peu importe, mais dans une perspective qui rend capables les personnes de devenir des individus à part entière. Pas dans une perspective d'individualisme libéral, mais dans une perspective véritablement d'individuation. Et là, vous avez l'articulation d'individuel et du collectif. Et ça, je crois que c'est une ligne égalité, liberté dans cette perspective-là qui rassemble, qu'on retrouve, c'est un récit que l'on retrouve dans chacune de ces associations et qui peut faire le récit commun. Donc ça, c'est la mise en application de notamment des perspectives de démocratie radicale qui peuvent être développées par la théorie politique notamment. Voilà ce que je voulais rajouter à ce qui avait été dit. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont assisté à ce webinaire. J'espère que ça vous a plu. Alors, merci à vous trois. Les échanges ont été très, très riches et très, très intéressants. Merci d'avoir accepté notre invitation, l'invitation de l'Institut du genre en géopolitique. Et voilà, donc je voulais conclure sur ça. Si vous avez des questions, etc., vous pouvez vous adresser à l'IGG. Mais merci à tout le monde. Merci à vous. Merci. C'était vraiment très, très intéressant, très stimulant. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.